Voilà, en le complétant et en essayant d'indiquer quel a été l'impact des révoltes arabes sur Israël. Et il faut bien essayer de discerner qu'il y a eu en fait 3 moments. Dans le premier temps, on s'en souvient, Israël était paniqué. On se souvient du coup de téléphone de Netanyahou aux chancelleries américaines et européennes pour dire surtout il faut maintenir Moubarak. Et tout le monde pressentait que ces révoltes arabes, si elles aboutissent, conduiraient à une réévaluation de la politique des pays ayant des liens avec Israël, l'Égypte, la Jordanie, voire même la Tunisie, liens effectifs ou même en pointillé. Et on se souvient donc de cette attitude très frileuse du gouvernement israélien qui tranchait avec une sorte d'adhésion générale dans le reste du monde favorable à cette irruption de la démocratie dans le Maghreb et dans le Mashrek. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu un second temps plus, comment dirais-je, plus critique, plus sceptique, et les Israéliens avaient beau jeu de dire nous avions raison, pour reprendre la même métaphore, le printemps arabe va donner lieu à un hiver islamiste, et là où on établira un processus électoral, ce sont les islamistes qui l'emporteront. Et Israël s'est trouvé à ce moment-là dans une situation contradictoire. En ce sens que d'un côté, Israël redoutait la mise en cause, et notamment avec l'élection de Morsi et des frères musulmans, une remise en cause du traité de paix israélo-égyptien. On craignait également une déstabilisation de la Jordanie. Mais d'un autre côté, le gouvernement israélien laissait entendre que devant une situation politiquement aussi instable, il n'y avait pas de paix possible. Israël ne pouvait pas prendre le risque de remettre en cause la profondeur stratégique qu'elle a avec le maintien de son occupation en Cisjordanie, ne serait-ce qu'en s'appuyant sur les précédents du retrait israélien du Sud-Liban en 2000 et du désengagement de la bande de Gaza en 2005, pour dire on ne peut pas prendre un risque supplémentaire dans une situation arabe aussi compliquée, alors que si effectivement tout avait évolué vers des démocraties libérales reconnaissant Israël tout en maintenant leur adhésion à la création d'un État de Palestine et à la fin de l'occupation israélienne, les choses auraient pu changer. Donc Israël était dans cette situation où d'un côté elle redoutait que cette prise du pouvoir par les islamistes conduise à une remise en cause des traités de paix, tout en disant ça peut être une bonne aubaine pour ne rien faire. Et il est vrai d'ailleurs que la pression américaine et internationale et européenne également sur Israël avait effectivement baissé d'un cran, d'autant que l'évolution étant extrêmement chaotique, l'évolution en Syrie notamment débouchant sur une insurrection puis sur une guerre civile avec aujourd'hui près de 130 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés, laissait entendre effectivement que, comme vous l'avez dit, que le conflit israélo-palestinien avait perdu de sa centralité objective, ne serait-ce que parce que ces dernières années, elles ont certainement été les années les moins meurtrières au Moyen-Orient. Et je dois dire qu'il apparaissait difficile, notamment pour le camp de la paix et pour la gauche israélienne, je dirais, de mettre sur le tapis l'urgence de la question palestinienne, compte tenu effectivement des événements régionaux. Et néanmoins, il faut bien constater que quand bien même cette centralité objective est admise par tous, la centralité morale n'a pas perdu une once. Je veux dire, moralement, le conflit israélo-palestinien reste toujours aussi important, et j'ai envie de dire avant tout et surtout à cause de sa durée. C'est un conflit qui dure depuis 1948, si on le commence au début des conflits israélo-arabes, et depuis 1967, si on s'en tient à la guerre des 6 jours. Et donc, au nom de cette durée, effectivement, cela justifie complètement, même si, objectivement, le conflit est moins meurtrier aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant, justifie qu'il reste central, en tout cas qu'il reste à l'ordre du jour. Et je dois dire là que ce qui aujourd'hui me paraît essentiel, c'est effectivement l'intervention américaine. Alors je fais partie de ceux qui ne croient pas à cette hypothèse qu'on formule beaucoup aujourd'hui du désengagement américain. Alors certes, il se désengage militairement de l'Irak, il se désengage militairement de l'Afghanistan. On voit bien que l'administration Obama n'a pas la même conception de l'emploi de la force. On l'a vu notamment sur l'affaire de la Syrie, où elle a vraiment à reculons, elle a tout fait et elle a même volé au secours de
l'initiative russe pour empêcher d'avoir à appliquer ce à quoi les États-Unis s'étaient engagés à faire, c'est-à-dire à bombarder la Syrie en cas d'utilisation des armes chimiques par le régime. Et je dois dire qu'il y a une ténacité, et je me souviens, nous étions sur les ondes de France Culture, lorsque nous étions au tout début de l'initiative de Kerry, en train je dirais, de gloser sur un scepticisme généralisé tant en Palestine, en Israël, que dans l'Union européenne, pour dire que ça ne marchera pas. Alors, je ne sais pas si cela marchera ou non, je n'ai pas de la science infuse, mais je dois reconnaître qu'il y a quand même des éléments importants et par lesquels je conclurai ma présentation de la situation actuelle. Tout d'abord, je crois qu'il y a un isolement palestinien et un isolement israélien qui est favorable à la conclusion d'un premier pas, en tout cas de cet accord-cadre, puisque c'est l'objectif poursuivi. L'isolement palestinien, avec un avantage, un atout indéniable, c'est le fait que, comme il y a effectivement division politique entre les Palestiniens, le fait que le pouvoir ait été renversé en Égypte a eu du bon, sinon pour les Égyptiens, en tout cas pour l'autorité palestinienne, puisque ça affaiblit complètement le Hamas. Et aujourd'hui, l'autorité palestinienne a, dans le rapport de force intérieur, plus de chances et ça apparaît comme un acteur bien plus solide qu'il ne l'était lorsqu'il y avait un Hamas qui était derrière lui. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Le fait égal de cet isolement palestinien, c'est aussi un isolement diplomatique. Aujourd'hui, le monde arabe n'est plus là pour faire pression ou encourager les Palestiniens. Ils doivent prendre leurs décisions tout seuls. Et ça me paraît également important. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas, même si, bien sûr, de manière rituelle, il va rencontrer des chefs d'État arabes, en même temps, il sait qu'aujourd'hui, le destin de la Palestine est entre ses mains et non pas manipulé ou en tout cas neutralisé par des pays arabes voisins. Et puis, il y a l'isolement israélien. Alors, c'est un isolement très contradictoire parce que, d'un côté, Israël bénéficie je veux dire, de cette empathie américaine, européenne, je veux dire, elle a toujours bien mené ses relations diplomatiques, mais en même temps, elle ressent par des petits signaux, c'est pas le boycott tel que celui qui avait été décrété aux Nations Unies contre l'Afrique du Sud, mais elle sent bien par des petits signaux que des boycotts, alors ça n'émane pas des États, ça n'émane de telle organisation, ça émane d'une association de professeurs d'université américanistes aux États-Unis, ça émane d'une société de fonds de pension au Danemark, d'une banque aux Pays-Bas, et je dirais que, très curieusement et très paradoxalement, mais la vie internationale est faite de ces paradoxes-là, ce qui apparaissait comme une sorte de machine de guerre contre Israël, eh bien, finalement, aide l'opinion publique israélienne à comprendre les risques. C'est-à-dire qu'en fait, cela joue comme moyen de pression sur Israël pour dire, attention, on est peut-être dans une situation où un échec de l'initiative de Kerry placerait Israël dans une situation d'isolement, pas tellement d'ailleurs peut-être diplomatique, mais surtout d'isolement économique. Et j'ajouterais que là aussi, un élément intéressant, Israël a toujours bâti sa relation avec les États-Unis sur une sorte d'alchimie intime, extraordinaire entre le président américain et le Premier ministre israélien, de Golda Meir avec Nixon, en passant par Bush et Sharon, Clinton et Rabin. Et là, on se rend compte que l'absence de cette dimension d'alchimie personnelle permet finalement de mettre en quelque sorte Israël au pied du mur. Et puisqu'il me reste donc une minute, je dirais que c'est là pour nous aujourd'hui, ou pour vous aujourd'hui, le moment de prendre vos responsabilités. Et les responsabilités, me semble-t-il, ce n'est pas de condamner rituellement et de dire, mais plutôt que je dirais, de mettre le bâton en avant, mais de mettre la carotte en avant. C'est-à-dire de dire, voilà ce qui se passera si Israël et les Palestiniens finissent par s'entendre, quand bien même ce sont les États-Unis qui président encore à ces négociations. Je pense que entre la formule de un État et deux États, je veux dire, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Peut-être que de la solution de deux États, si cela marche, dans un demi-siècle, on pourra éventuellement aller vers quelque chose qui ressemblera à un État. À l'ordre du jour, effectivement, je pense comme Jean-Paul Choniolot, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous est offert, ce qui nous est donné, ne dispersons pas nos forces en essayant d'inventer d'autres solutions, de proposer d'autres solutions. S'il y a échec, on verra bien.
bien, mais il y a en tout cas aujourd'hui une conjoncture qui fait que le gouvernement israélien, dans cette politique de tension qui existe avec les États-Unis, il y a quelque chose ici qui me semble être formidable pour pouvoir dégager une solution politique. Après, il restera encore le temps de la négociation qui prendra du temps et qui pourra être torpillé par les uns ou par les autres, mais il y a là aujourd'hui une occasion qui demande, je dirais, un consensus général à relier, à bander toutes les énergies pour soutenir ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Merci.